La liberté de la presse en recule un peu partout dans le monde. C'est le constat du rapport annuel de Reporters sans frontières qui établit que le débat public fait peur, un classement qui inquiète évidemment. On en parle avec vous, Christophe Deloire. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes le secrétaire général du RSF. Christophe Deloire, vous parlez même du développement d'une paranoïa des dirigeants de nombreux pays. Comment l'expliquez-vous? Le monde est entré dans une période de peur, d'intimidation, et les journalistes en font les frais. Regardez, on va prendre un seul exemple, ou plutôt un double exemple, de deux responsables politiques qui sont tout à fait opposés l'un à l'autre. Erdogan en Turquie, Poutine en Russie. En Turquie, c'est un basculement du pays, qui était un grand pays démocratique, avec des institutions, et où aujourd'hui, le président, dans une dérive personnelle, plus qu'une dérive de son parti, fait en sorte d'empêcher tous les médias critiques de parler par tous les moyens, en mettant des journalistes en prison lorsqu'ils font des enquêtes au nord de la Syrie pour révéler des livraisons d'armes turques, en faisant en sorte que ça empêche de travailler tous ceux qui travaillent sur les Kurdes. Chaîne de télévision jugée comme pro-kurde, le signal satellite coupé Il y a subitement. le procès aussi Des du journalistes qui journal sont de Koumouriat, ouais. virés subitement parce qu'ils ont fait un tweet ou parce qu'ils ont retweeté un tweet critique du président. Et vous citiez Djoumouriet, ce journal qui était lauréat du prix Reporters sans frontières TV5 Monde cette année et dont deux journalistes sont menacés de la peine de prison à vie après un dépôt de plainte personnel d'Erdogan, simplement parce qu'ils avaient fait des révélations sur les livraisons d'armes. Et aujourd'hui, le grand rival, dans une sorte de rivalité mimétique d'Erdogan, Poutine, dont on sait combien le Kremlin contrôle les médias en laissant quelques toutes petites fenêtres de liberté, une télévision comme la télévision Dojd par exemple, mais qui la semaine dernière, après les Panama Papers, finit par reconnaître que les informations de la presse internationale sont vraies, que oui, il a des amis qui avaient des comptes, des amis très proches, avec des Il l'a suspicions, reconnu, c'est vrai. Ouais. mais des amis très proches avaient des comptes avec des milliards de dollars au Panama. Mais que la Süddeutsche Zeitung, le journal qui a fait sortir l'histoire avant le consortium international de journalistes, appartient, c'est ce que dit Poutine dans une émission, à Goldman Sachs. C'est radicalement faux. Mais il est dans un système où il peut raconter n'importe quoi et Il n'y a ça pas de passe. contradiction. Et ça passe. Alors, on va parler de la France, qui n'est pas très bien classée, 45e sur 180 pays dans le classement. On ne peut pas dire que c'est formidable. On ne peut pas dire que c'est formidable, effectivement, et un des facteurs, c'est sans doute les lois présentées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. On va écouter Manuel Valls. Ce matin, le Premier ministre français annonçait que l'état d'urgence était prolongé. Écoutez. Nous proposerons de le prolonger pour une période de 2 mois supplémentaires à partir de la fin du mois de mai, au vu de la menace, parce que face à cette menace, nous avons besoin de donner ces pouvoirs, ces possibilités, sous le contrôle du juge, sous le contrôle du Parlement, pour permettre une meilleure riposte face au terrorisme. Alors, Christophe Deloire, l'état d'urgence prolongé en France, ça vous inquiète ou pas? Alors, heureusement, lorsque la loi sur l'état d'urgence a été adoptée, l'exécutif, le gouvernement s'était opposé à Il y a eu des l'idée inquiétudes au totalement départ, ouais. farfelue, pour ne pas dire totalement aberrante et scandaleuse de députés, et notamment socialistes, qui voulaient réintroduire dans la loi aujourd'hui des dispositions qui étaient prévues en 1955 et qui étaient totalement attentatoires à la liberté de la presse. Heureusement, là-dessus, l'exécutif a tenu. Si la France aujourd'hui est 45e au classement mondial de la liberté de la presse. En régression de 7 places, elle paye d'abord le fait que le classement, la méthodologie du classement prévoit que, s'agissant des exactions, des violations de la liberté de la presse, on comptabilise celle de l'année précédente et que le 7 janvier 2015 a été commise à Paris avec la tragédie de Charlie Hebdo, la pire exaction jamais commise sur les territoires européens. Donc ça, c'est pas de la responsabilité du pouvoir politique. En revanche, s'agissant de l'indépendance des médias, Oui, du c'est secret pointé des dans sources, votre ça c'est un rapport. peu plus. Et en ce moment, il y a une loi qui est en discussion au On Parlement. va en parler. Mais la France est un pays qui, en comparaison de pays comme l'Allemagne, qui est 16e au classement mondial de la liberté de la presse, ou de pays comme ceux d'Europe du Nord, qui sont les tout premiers, la Finlande, les Pays-Bas, la Norvège, et qui sont d'ailleurs, Avec pour certains quelques d'entre eux, reculs, malgré tout, vous l'indiquez dans le rapport. bien entendu, il y a des évolutions un peu partout chaque année, mais il y a des pays en Europe du Nord qui sont des pays d'assez forte concentration des médias, mais où les rédactions sont indépendantes. Le problème en France, c'est que des groupes de médias appartiennent à des
propriétaires qui ont d'autres intérêts, et des intérêts qui sont beaucoup plus importants pour eux-mêmes que l'intérêt pour le journalisme d'intérêt public. Et ça, ces conflits d'intérêts, c'est malheureusement quelque chose qui est très fort en France et qui dégrade la situation de la liberté de la presse en France. Et il ne faudrait pas en France, justement, une grande loi sur la liberté de la presse, avec peut-être plus de pouvoir contraignant, notamment pour le CSA? Alors, il y a une grande loi historique sur la liberté de la presse, la loi de 1881, mais qui mérite d'être fondée. Là, je le disais, il y a une loi en ce moment qui est débattue au Parlement, avec de bonnes dispositions, des avancées trop sommaires, mais sur l'indépendance éditoriale à l'intérieur des rédactions, sur le secret des sources. Malheureusement, la commission des lois au Sénat est revenue 10, 20, 30 pas en arrière. Il faudra vérifier, et Reporters sans frontières évidemment s'y engage, et faire en sorte que le bon texte soit adopté in fine. Le débat parlementaire est toujours en cours. Alors, il y a une directive européenne qui inquiète également, c'est celle sur le secret des affaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Tous les pouvoirs ont envie de contrôler l'information, qu'il s'agisse des pouvoirs économiques, politiques et même religieux. S'agissant du secret des affaires, il y a eu un intense lobbying à Bruxelles pour avoir une disposition qui était très attentatoire à la liberté de la presse. Mais il y a eu un combat qui a été mené. Et ce combat, il a permis d'obtenir une exemption très claire pour les journalistes. C'est-à-dire que les dispositions de cette directive adoptée à Bruxelles ne peuvent pas avoir de conséquences dès lors qu'il y a un travail qui est fait dans le cadre de l'article 11 de la Charte européenne des droits fondamentaux, en gros, du pluralisme des médias, de la liberté de la presse. Donc les journalistes ne sont pas directement visés. C'est le bon texte à la fin qui a fini par être adopté, mais ça a été très périlleux et l'avenir peut l'être encore. C'est plus ambigu s'agissant des sources des journalistes et nous veillerons s'agissant des transpositions en droit national de cette directive et de l'interprétation des juges, à ce que ce soit la vision la plus ouverte qui soit retenue. Alors, un des faits importants dans ce classement annuel, c'est une des grandes tendances, le continent américain qui passe derrière l'Afrique, avec la question notamment de la cybersurveillance aux États-Unis et au Canada. Oui, et aussi une grande dégradation en Amérique latine. En fait, historiquement, classiquement, l'Europe est le continent où la liberté de la presse est la mieux assurée. Derrière, c'est les Amériques, puis l'Afrique. Et puis, à la fin, il y a l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Cette année, l'Afrique passe devant les Amériques du fait de classements qui sont insatisfaisants en Amérique du Nord. Les États-Unis sont 41e. Alors, il y a une progression parce qu'il y a des journalistes qui étaient poursuivis, même menacés de prison, avec des peines qui avaient été prises de prison, même si, notamment pour James Harrison du New York Times, il ne s'y retrouvait pas. Ces procédures ont été annulées. Il y a toujours des lanceurs d'alerte, et des lanceurs d'alerte qui ont informé des journalistes ou qui sont réputés l'avoir fait, comme Jeffrey Sterling, qui sont en prison. L'administration Obama traque les lanceurs d'alerte, mais c'est surtout en Amérique du Sud et en Amérique centrale que les narcotrafiquants dispensent une violence physique qui est stupéfiante pour les journalistes. La situation continue à se dégrader dans un pays comme le Mexique, où les journalistes sont visés dans les États fédérés, mais les tueurs sont allés cette année jusque dans la capitale, Mexico, où jusqu'à présent les journalistes pouvaient se réfugier. Et puis il y a dans certains pays une violence institutionnelle très, très puissante. Le continent sud-américain, c'est un continent de grande disparité. Il y a le Costa Rica, qui est 6e en Amérique centrale, au classement mondial de la liberté de la presse. Pays sans armée. Au plus loin, après le Venezuela, il y a Cuba, qui demeure, même si les prisons se sont largement vidées, mais où l'information demeure sous contrôle et qui demeure 171e au classement mondial. Alors, je voudrais savoir si ce classement annuel, il fait peur, notamment aux démocraties, quand on entend que les États-Unis sont 41e, la France 45e. Ce n'est pas digne de grande démocratie. Est-ce que les dirigeants politiques réagissent justement quand arrive ce rapport annuel de RSF? Alors, c'est peut-être l'honneur des démocraties, mais les pays dont les dirigeants réagissent le plus sont des pays où la situation est bien pire. Le président turc Erdogan, dont je parlais, est habitué d'accusations contre Reporters sans frontières, nous accusant rien de moins que d'être complices des terroristes. Il y a beaucoup de pays dans lesquels ce classement fait peur. C'est un outil de plaidoyer, ce classement, un instrument qui permet de provoquer de l'émulation entre États. Et heureusement, d'une certaine manière, que ça provoque des réactions. Heureusement que certains États cherchent à savoir avant où ils se trouveront.
C'est ça qui permet à Reporters sans frontières aussi de favoriser une émulation qui, in fine, peut permettre d'améliorer la situation. Alors, on a évoqué l'Amérique du Sud, on va évoquer l'Afrique, où le travail des journalistes est toujours extrêmement compliqué dans certains pays. On l'a vu récemment au Tchad avec une de nos équipes qui a été empêchée de faire son travail. Ça reste encore très problématique, cet exercice de la liberté de la presse. Oui, ça dépend évidemment de quel pays. Il y a un pays d'Afrique qui est très bien classé, qui est la Namibie, qui se retrouve, qui est 17e, qui est traditionnellement un pays en blanc sur la carte de la liberté de la presse. Et il y a le dernier pays au classement de la liberté de la presse, c'est l'Érythrée, dans la Corne de l'Afrique, avec des journalistes placés dans des containers, dans des camps, une abolition totale du pluralisme dans ce pays. On observe une dégradation cette année, évidemment, dans des pays en conflit, comme le Soudan du Sud, ou des pays dans lesquels il y a des conflits, comme le Congo. Il y a des bonnes surprises, et notamment, il y a une très bonne surprise en Afrique du Nord, avec la Tunisie qui progresse de 30 places. 96e. 96e, c'est le premier pays du monde arabe. C'est un pays où finalement les promesses du printemps arabe ont été grandement tenues. Le printemps ne s'est pas transformé en hiver terrible, comme c'est le cas dans un pays, par exemple, comme l'Égypte. Et comment vous l'expliquez justement que la Tunisie ait progressé au classement alors, c'est un pays où, cette année, il y a eu moins d'agressions de journalistes, et il y en avait eu les années précédentes, il y a eu moins de procédures abusives contre eux. En revanche, il demeure des problèmes. Et par exemple, il y a quelques mois, le patron de l'audiovisuel public a été remplacé par les autorités sans que la procédure normale, via la haute autorité, soit respectée. Donc c'est un pays qui a encore beaucoup à faire. Il n'est que 96e, c'est-à-dire il est tout de même encore dans la deuxième partie du classement. Il y a aussi un classement qui m'a étonné, c'est celui du Japon, 72e, qui perd 11 places. Et il est expliqué en fait qu'en raison ce classement s'explique par le fait que de nombreux médias succombent à l'autocensure vis-à-vis du Premier ministre notamment, et sont pris en défaut d'indépendance. C'est un pays dans lequel il y a des tabous, des interdits, des champs sur lesquels les journalistes ne peuvent pas travailler vraiment librement. Et c'est par exemple le cas du nucléaire. Voilà un sujet au Japon, et c'était le cas avant Fukushima. C'est une tradition japonaise de sujets où la liberté de la presse est extrêmement restreinte. Aux États-Unis, c'est le champ de la sécurité nationale qui peut échapper en partie aux règles communes de liberté d'expression et d'information. Quel est le classement de la Belgique et de la Suisse? Nous sommes sur TV5 Monde. On a évoqué la France et le Canada. Alors, la Belgique et la Suisse font partie de ces pays européens qui sont évidemment bien classés. Nous sommes dans des situations en Europe où, quels que soient les défauts des systèmes de liberté de la presse. Et il y a eu en Suisse, par exemple, des rachats de journaux par des responsables, ou je pense à un rachat de journal par un responsable politique, où la ligne éditoriale du journal a radicalement changé. Donc il y a des problèmes dans ces pays, y compris dans le secteur privé, mais ça ne saurait jamais être comparé, sauf à commettre des aberrations, avec les pays dictatoriaux dont on a parlé avant, évidemment. Merci Christophe Deloire d'avoir été notre invité. Je rappelle aussi que RSF publie 100 photos pour la liberté de la presse, de très belles photos du grand photographe brésilien Sebastião Salgado. Merci d'avoir été avec nous.